La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se vit en terre marocaine depuis le 21 décembre. Les Guépards du Bénin, ils sont de retour. Ça fait 6 ans que la compétition s'est déroulée sans la présence de la sélection béninoise. Et justement, leur première rencontre s'est disputée hier face à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première sortie des Guépards du Bénin? Eh bien, BJ Foot vous offre un plateau exceptionnel avec de gros visages que j'ai l'habitude de côtoyer et que je retrouve ici avec un grand plaisir. Je vais démarrer par mon ami de la gauche, Fadil Moussougan. Eh bien, merci de nous honorer de par votre présence. Merci, bonjour, bonjour Gilles Christ. On a également en face un habitué, un monsieur avec qui j'ai vécu plusieurs expériences en ce qui concerne les Guépards du Bénin, Isidore Hoyi. Bonsoir. Oui, Gilles Christ, bonsoir, bonsoir à tout le plateau. On va terminer par un habitué non seulement des pelouses, mais également des observations en ce qui concerne les Guépards du Bénin, le football en local. Lui aussi, il a été grand acteur, notamment au niveau des Awisi-Wassa. On va saluer Christian Cochoni. Bonsoir. Bonsoir, Gilles Christ. Bonsoir, le plateau. Alors, on va retenir, hein, ne pensez pas que ça va être une émission totalement de timide parce que les messieurs que vous avez en face de moi, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Et justement, le credo ici, c'est qu'on discute sans langue de bois parce que ici, on s'en fout. Messieurs, on parlait justement des Guépards qui sont de retour 6 ans après, de grosses attentes, de grosses espérances, surtout assister à la première victoire historique tant attendue par tout un peuple des Guépards en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, ce ne sera pas le cas face à la République démocratique du Congo qui a réussi, même si c'est sur la plus petite marque, à prendre de meilleurs sur les Guépards du Bénin. Je vais démarrer, pourquoi pas, avec Isidore. Est-ce que le Bénin méritait mieux sur cette opposition? Oui, le Bénin méritait largement mieux parce que déjà, quand on annonçait la rencontre, je pense qu'il y avait beaucoup d'appréhension côté plus sportif béninois avec les différentes absences qu'il y avait. Mais lorsqu'on a vu la physionomie de la rencontre et les faits qui n'étaient pas forcément liés au football, on pouvait se dire qu'on pouvait avoir mieux, surtout dans une compétition comme celle-là, où l'avant cesse de marcher pendant quelques minutes. Et justement, pendant cette période-là, il y a eu un fait de jeu qui pourrait, c'est vrai, obtenir penalty n'est pas synonyme de scorer, mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas le dire. Donc nous, on va estimer que s'il y avait eu penalty, peut-être qu'on l'aurait transformé et on n'allait pas perdre ce match. Et on aurait fait un nul, comme on l'a eu lors de la CAN passée en 2019. On a eu 3 matchs de poule, 3 nuls. Justement, il parlait de fait de jeu, il parlait de l'implication de la VAR sur cette action qui aurait pu changer la physionomie de la rencontre selon lui. Mais vous, de façon globale, quand vous regardez du début jusqu'à la fin de cette opposition, pensez-vous que les Guépards du Bénin méritaient mieux? D'abord, moi, je peux dire que c'est déjà une bonne nouvelle hein, qu'on soit à la CAN, 6 ans après la dernière participation. Pourquoi j'ai comme l'impression que ça démarre mal? Non, moi, je pense que c'est déjà une très bonne nouvelle. Pour moi, il faut être présent à la CAN parce que au-delà du football, c'est une tribune pour que les pays puissent se montrer et montrer également la vivacité qu'il y a aussi bien sur le plan humain, sur le plan culturel. Donc, c'est une très bonne chose d'être à la CAN. Mais est-ce que le Bénin méritait mieux sur ce premier match face à la RDC? Peut-être pas. Mais est-ce qu'on peut avoir des regrets? Oui, parce qu'il y a eu cette action sur la VAR et aussi le fait de jeu où on aurait pu avoir un penalty. Enfin, il y a eu tout ça. Donc, on aurait pu avoir vraiment des regrets. Mais sur l'ensemble du match, moi, je pense que on a juste pas été... enfin, le péché de l'équipe nationale depuis quelques années, c'est-à-dire sur le plan offensif, on est quasi inexistant, si ce n'est quelques éclairs, soit de Steve Mounier ou soit d'autres joueurs qui, de temps en temps, marquent un but sur certains matchs. Sur ce match-là,
ces absences-là nous ont coûté. Et puis, ne pas avoir de profondeur de banc également sur le plan offensif, ça a été clairement, puisque il y a des joueurs qui nous ont surpris hier sur la pelouse. On ne va pas tout jeter, mais pour moi, sur le plan offensif, on a été quasi inexistant. Et quand vous ne marquez pas des buts, vous ne pouvez pas gagner des matchs. Pour moi, c'était juste ça. Donc, méritait mieux, peut-être pas, mais des regrets, on peut bien nourrir des regrets sur ce match. Il pense, selon lui, qu'on ne mérite pas mieux, parce que ma question était justement axée sur la globalité de cette rencontre. Mais vous, est-ce que vous ne pensez pas finalement que finir cette rencontre sur un score d'1-0, on pouvait justement s'en contenter, parce qu'on a eu des actions également du côté des Congolais qui n'ont pas réussi à concrétiser. Est-ce que finalement on ne s'en sort pas mieux de cette opposition? On pourrait le dire. Pour moi, on pourrait le dire, mais moi, d'abord, je suis satisfait du jeu béninois, malgré les absences, malgré les gros calibres qui sont absents. Et je suis vraiment, vraiment satisfait et j'ai été vraiment bluffé, surtout par certains joueurs, en l'occurrence Oru Tamimou, qui vraiment pour moi était le meilleur béninois, qui a fait un grand jeu. Les entrées de Romaric aussi ont été, en général, je pense que c'est bien pour moi. Je pense que si on avait la présence d'un certain Mounier, on pourrait peut-être avoir plus. Le résultat pourrait être peut-être différent. Mais pour moi, déjà, il y a un palier de franchi. Et je pense qu'on est allé regarder droit dans les yeux de la RDC parce que c'était pas évident. C'était pas évident. Et la RDC sortait de 2 gros matchs où ils sont qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde. Et on a vu ce qu'ils ont joué contre le Nigeria. On a vu ce que la RDC a joué contre le Nigeria. C'est vrai, les matchs ne se ressemblent pas. Mais notre équipe béninoise a quand même montré beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Ils se sont battus avec les armes qu'ils ont en leur possession. Et pour ma part, moi, je pourrais dire que le meilleur reste à venir. Oui, alors, avant de retrouver un des faits de jeu importants qui, ma foi, a changé la physionomie de cette rencontre, vous avez justement parlé de Steve Mounier. Est-ce que lors de cette rencontre, ces détracteurs n'en ont pas eu pour leur compte? Quand on voit sur certains faits de jeu, les centres, on en a discuté tout à l'heure en off, les centres qu'il y a eu, est-ce que finalement, aujourd'hui, on ne devrait pas arrêter de diaboliser Steve Mounier, comprendre simplement son importance au niveau du bastion offensif de cette formation des Guépards du Bénin? Moi, je pense que c'est ceux qui connaissent peu le football qui doivent jeter la pierre sur Steve Mounier. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin sans Steve Mounier, l'attaque béninoise sans Steve Mounier n'est rien. Il nous faut un Andreas Montondi. Dommage qu'il est absent. Si lui, il était là, c'était bien. Mais il faut voir, j'ai été impressionné par Aloko. Parce que c'est lui, c'est la majorité des centres sont venus de Aloko, qui a été vraiment, vraiment vivotant sur le côté. Et là, tous ces centres n'ont pas trouvé de preneur parce que celui qui était en fixation, c'était un centre de gravité bas. Très bas, ouais. Et qui n'était pas habitué à jouer dans ce rôle. Dans ce rôle. Donc, je pense que les détracteurs de Mounier en ont eu pour leur compte. Et tout le monde a vu clairement que l'attaque béninoise, c'est Steve Mounier qui l'amène. Isidore, quand on a vu Tosin Ayegun, il en parlait tantôt dans un rôle qui n'était pas dans ses cordes, on pourra dire, au regard de la prestation qu'il a livrée sur cette explication. Finalement, vous pensez que Steve Mounier, il est à sa place dans cette sélection? Non, seuls les incultes peuvent... dire que Steve Mounier n'a pas finalement, on va pas faire un sans faute pour Steve Mounier, non? Non, en fait, il y a une chose. Qu'est-ce qu'on demande à un attaquant? C'est marquer des buts. Et quand vous regardez les dernières rencontres des Guépards, je pense quand même que le meilleur buteur, c'est Steve Mounier. Il nous a sorti de plusieurs situations. Il a souvent été le buteur de l'équipe. Donc, on ne peut pas dire que celui-là ne joue pas son rôle.
Le rôle d'un attaquant, c'est quoi? C'est marquer des buts. Je pense que Christian Cochoni, il a beaucoup fait avec les Requins de l'Atlantique. Absolument. Et je pense quelqu'un qui va traiter Steve Mounier de quelqu'un qui n'apporte pas ce qu'il faut en sélection, je pense quand même que cette personne est inculte. Et il faut dire une chose, on peut peut-être titiller un joueur, vouloir plus de ce dernier, mais reconnaître déjà ce que ce dernier fait. Et on a tous vu, hier, on ne va pas revenir sur votre première question, mais je pense qu'il a manqué de façon drastique à cette formation. Et j'espère, je sais que vous allez revenir à ça, j'espère qu'on aura finalement notre première victoire. Non, marrant. Ça, Non, mais il y a une chose que je voulais aussi ajouter, c'est que vous voyez Chancel Bemba, moi je pense que si Steve Mounier était là, il n'aurait pas eu une il n'aurait pas eu toute cette liberté de pouvoir nous attaquer, de pouvoir faire des montées. Et, qui t'a sorti la main, qui t'a sorti, parce que au fait, ceux qui sont là ne faisaient pas peur à la défense à la défense congolaise. Il n'avait pas, il nous fallait quelqu'un d'influent, hein, que on se dit, mais écoute, dès que je désasse un tout petit peu, il peut y avoir danger. C'est ça. Et là, hier, on a senti les défenseurs congolais très à l'aise. C'est vrai, on dit qu'on a bien joué. C'est peut-être le niveau, peut-être que la RDC va aussi monter au fur et à mesure de la compétition, mais le Bénin avoir la possession contre la RDC, en plus sans un Mounier, pour moi, hein, qui est le métronome pour moi. D'accord? Je mets de côté les Imran et les Dodo Doku, les Cessi qui sont très très teigneux au milieu du terrain. Hein? Mais en attaque, sans Steve, je pense que... Et il y avait un gros déficit. Un très, très gros déficit. Ça, il faut le souligner. Justement, Kotioni vient de mentionner un nom, Cécile D'Almeida, à qui on a toujours reproché d'être trop besogneux dans son implication. Mais hier, est-ce qu'on peut dire qu'il faisait partie des meilleurs Béninois sur le terrain? Cécile D'Almeida, c'est pas forcément des joueurs très sexy, très beaux à voir jouer, c'est vrai, mais c'est des joueurs qui sont très importants dans le dispositif de l'équipe béninoise. Tout à l'heure, on parlait de Steve Mounier. C'est pas le joueur qui va te prendre la balle, fait 10 000 passes, fait des dribbles, mais c'est le joueur qui est efficace au niveau de la surface de réparation. Clinique. Qui est vraiment clinique. Donc, les passionnés de football où il faut faire des passes et autres, peuvent trouver qu'il n'est pas beau à voir jouer, mais factuellement, dans cette équipe nationale, qui marque des buts, c'est Steve Mounier. Il y a clairement une équipe du Bénin avec et une équipe du Bénin sans Steve Mounier. Donc, son absence hier, ça fait très bien ressenti. Pour en revenir à Cécile Lamina, c'est pas forcément personnellement le football que j'aime voir jouer, mais il a un registre et dans ce registre-là, il excelle bien, il est très combatif, très dur sur l'adversaire et parfois dans des matchs comme ça justement, on a besoin d'avoir des joueurs qui quand ils vont au contact, ça peut envoyer un message à l'adversaire pour dire écoutez, on est là et on est vraiment présent. Mais de façon globale, pour revenir sur le match, moi je vois beaucoup, ça fait quoi, on est à notre 5e participation. La première participation du Bénin à la CAN, c'était en 2004, donc il y a plus de 20 ans, où à chaque fois on se contente de dire bon, on a appris, soit on a bien joué. Donc, il y avait 3 matchs, il y avait 3 points à prendre sur ce match, on n'en a pris aucun. Il faut en tirer les conséquences et dire bah non, on n'a pas été au rendez-vous. Il faut prendre 3 points ou en prendre un au minimum. On n'a rien pris. Donc pour moi, ce match-là, il y a du positif sur certains joueurs pris individuellement parce qu'on se disait avec l'absence de tous ces gros noms, comment est-ce que cette équipe allait se comporter. Mais on a vu des joueurs qui ont saisi leur chance et qui ont montré que on pouvait compter sur eux. Mais voilà, 3 points en jeu, 0 point pris. Donc il faut peut-être se réveiller et dire que le prochain match, je pense qu'on va y arriver. C'est déjà une finale. Allez, 3 points pris, 3 points à prendre, 0 pris, et surtout sur un fait de jeu en début de rencontre.
une longue balle qui atterrissait dans notre défense et un geste qu'on n'a pas compris, qu'on a toujours du mal à comprendre. Est-ce que on peut qualifier cette action de Johan Roche d'erreur de débutant? Parce que on se rend compte que finalement, c'est sur cette action que le Congo a réussi à mettre à mal la défense béninoise et surtout a réussi à inscrire le but. Vous pensez que Johan Roche a eu une erreur de débutant ou est-ce que c'était normal de réagir comme il a fait Isidore? Non, vous savez, le football de haut niveau se joue sur des détails. Je pense quand même que ce détail, ce petit détail, a entaché le match, la rencontre du Bénin. Je ne parlerai pas d'erreur de débutant, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit Yohan Roche. Je pense qu'il a été félicité ici pour certains matchs. Donc, je vais mettre ça sur le coup peut-être d'une absence de quelques secondes, d'une erreur qui a amené le but et d'ailleurs on n'a pas pu réagir. Vous savez, dans le foot, même ça arrive aux grands joueurs qui se loupent sur des actions. Donc, je ne parlerai pas d'erreur de débutant, mais je parlerai plutôt de détails. Et j'espère que cette erreur qu'il a commise le fera grandir plus tôt et qu'il ne va pas sombrer. Parce qu'on est tous appelés à nous, quand vous faites des erreurs, la meilleure manière, c'est de rebondir derrière et de prouver que vous avez votre place et que ce n'était qu'une erreur passagère et qu'il va donc. Moi, je fais confiance au joueur. Je ne dirais pas qu'il a commis une erreur de débutant, mais c'était juste une faute passagère et je sais qu'il va grandir dans le tournoi et pourquoi pas, on va voir un meilleur Juan Roche face au Botswana et au Sénégal. Justement, il a parlé d'un point essentiel, c'est de se remettre en cause après cette erreur. Mais visiblement, sur ce match, il a été sonné par cette faute de début de rencontre parce que tout au long de la rencontre, on n'a pas vu le Johan Roche qu'on a adoubé sur certains matchs et qu'on a félicité. Mais vous, qui êtes habitué des pelouses, vous qui connaissez les attitudes des défenseurs, mon cher Christian, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette réaction ou ce comportement de Johan Roche? Déjà, pour moi, c'est ce but qu'on encaisse. Il y a 2 points. D'accord? Soit une erreur d'appréciation. Peut-être qu'il se dit qu'il a juste son gardien derrière lui et que le ballon lui venait. Ou un manque de communication. Peut-être que quelqu'un lui aurait dit laisse et il a laissé. Parce qu'on voit clairement il pouvait sortir ce ballon-là. Et c'est ça, au fait. Les erreurs se payent cash dans les grandes compétitions. Et quand tu es un défenseur, d'accord, on le dit souvent, on l'apprend même, d'accord, quand on s'entraîne ou quand, voilà, à l'école de foot ou en club et tout. Tant que tu es en défense et que tu as la possibilité de prendre un ballon, prends-le. Ok. Prends-le. C'était ce qu'il devait faire hier. Il têtait ce ballon. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait pris le 1 point dont Fadil est en train de parler. Mais c'est dommage. Maintenant, je pense que mentalement, il n'est pas fort. Parce que, pour revenir à votre question, Ouais, au développement. Mentalement, je pense qu'il y a encore un tout petit peu de chemin. C'est vrai que ça arrive, hein. Parce qu'il y a tout un monde, il y a tout un peuple qui t'apprécie. Et là, quand tu rates un geste et tout, mentalement, ça choque. Et on prend un coup. Et il faut être vraiment, vraiment fort pour dire, c'est bon, l'erreur, je l'ai déjà commise. Ça a donné ce que ça a donné. Mais maintenant, je passe à autre chose. Je montre la meilleure version de moi. Je montre ce que les gens me connaissent. Et là, c'est au mental. Ce n'est pas un coach, c'est pas un coach de le faire, c'est pas un coéquipier. C'est vrai, on peut t'encourager, on peut dire, c'est pas grave, ça arrive. Mais le vrai boulot, c'est toi-même. C'est mentalement que ça se passe. Et justement, on n'a pas forcément vu ce mental à son niveau dans la suite
de la rencontre parce que sur d'autres phases de jeu, il a multiplié les erreurs. C'était clairement le Yohan Roche qu'on ne connaissait pas. C'était une copie très pâle de lui. Finalement, comment appréciez-vous déjà ce fait de jeu et comment appréciez-vous le joueur sur l'ensemble de la rencontre? Je pense que Christian a donné les explications possibles sur ce fait de jeu. Soit il y avait un coéquipier qui lui a sûrement parlé, ou il a certainement mal apprécié sa position sur le terrain, parce que on a beau revoir cette action-là, c'est incompréhensible qu'il ne puisse pas récupérer cette balle-là, parce que c'était même pas dans la surface, il était très loin de la surface, donc a priori pas de danger, donc on n'a pas compris pourquoi il n'a pas pu récupérer cette balle. Maintenant, pour en revenir à la conséquence sur le plan mental, je pense que Yohan Roche, c'est pas le premier défenseur à faire une bourde. C'est vrai qu'on perd le match sur cette action. On peut nourrir des regrets, il peut nourrir des regrets, mais c'est pas une catastrophe industrielle non plus. Donc, c'est pas un Hiroshima Nagasaki. Voilà, donc on va pas tirer sur Yohan Roche pour ça. Le match, il est passé. Moi, je pense que le vestiaire aura quand même un grand rôle à jouer parce qu'on est dans une grande compétition. C'est différent. Ce n'est pas un club. C'est le pays avec 14 millions de Béninois carrément qui sont derrière cette équipe. Donc, la pression peut être encore plus grande pour le joueur. Et c'est au vestiaire et peut-être aux supporters même de pouvoir encourager le joueur pour qu'il puisse qu'il puisse déjà les prochains jours retrouver son niveau et se remettre à disposition de l'équipe pour les prochains matchs qui arrivent. C'est vrai que dans le match, il a multiplié des bourdes sur le match. Mais voilà, je pense que quand vous commettez une erreur comme ça en début de match, c'est compliqué par la suite de rester, surtout que c'est sa première CAN. Et c'est vrai il est international depuis quand même un bon moment, mais c'est quand même sa première CAN. Et on peut avoir plusieurs explications sur l'attitude, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus gros du travail, c'est au niveau du joueur et vraiment au niveau du vestiaire qui doit être soudé autour de lui et ne pas le jeter en pâture au public. En tout cas, moi, je ne participerai pas à cela parce que c'est pas un joueur qui nous a habitués à de telles prestations. C'est très Je important. pense que le vestiaire, comme il a dit, et surtout les anciens, doivent pouvoir régler cette histoire. Et parlant de mental, tout le monde n'est pas arrivé à Guayolle. Voilà, c'est ça. Oui, mais aussi, il faut souligner que il faut que les journalistes, il faut que le peuple sportif, surtout sur les réseaux, ne l'accable surtout pas. Parce que nous sommes à une compétition et on a besoin de lui pour les prochains matchs. Exactement. Et déjà, le mec, il est déjà là. C'est vrai qu'il est visiblement touché. Il est déjà touché. Et si on le plombe en plus, c'est pas bon. Parce que on sait, oui, Tidjani va venir au deuxième match. Mais on parle d'une compétition où tout peut arriver. Tidjani peut venir et se blesser après 5 minutes, ou Tidjani peut arriver prendre un carton rouge après quelques minutes. On va concerner tout le monde. Oui, donc, on va pas leur souhaiter ça. Non, je ne le souhaite pas, mais je ne le souhaite pas ça. Tous les joueurs soient concernés. Mais il faut que, donc, pour qu'il soit concerné, il faut qu'on ne l'accable pas tout de suite. À lui aussi de faire fi, il ne faut pas qu'il aille sur les réseaux sociaux, qu'il fasse fi de tout ça. Je pense que c'est justement là que le rôle du vestiaire va être important dans la façon d'encadrer. Et justement, je ne mets pas de pause. Je sais que vous avez envie de chouchouter un peu plus notre ami Yohan, mais on va garder ce chouchoutage pour le vestiaire et pour le cadre. Et justement, nous appesantir sur ce second match. Parce que la compétition n'est pas terminée. On vient de livrer la première bataille, mais la guerre, elle se poursuit. Et la prochaine étape, c'est face au Botswana. Est-ce que vous pensez déjà à une finale
dans ce groupe entre le Bénin et le Botswana. Quand on sait que les deux formations, bien évidemment, ont démarré très mal leur compétition, c'est vrai, les Botswanais sont tombés sur des lions de la Teranga en fureur qui ont fait d'eux une bouchée sur le score de 3-0. Est-ce que vous pensez que ce match face au Botswana, c'est une finale? Je vais démarrer par vous, Fadé. Oui, pour moi, c'est clairement une finale. Vous perdez ce match, vous pouvez déjà dire adieu à la suite de la compétition. En tout cas, l'équipe qui va perdre ce match peut déjà se dire, OK, c'est bon, on range nos affaires et puis on rentre chez nous. Donc, moi, je reste sur le plan mathématique. Le Bénin, en tout cas, dans les scénarios que j'avais dans la tête, c'est que le Bénin, sur cette CAN-là, pour espérer passer le premier tour, on doit viser 4 points. Voilà, on n'a pas pris de points face à la RDC. Il faut nécessairement prendre des points face au Botswana. 3 points, ce serait l'idéal. Donc, pour moi, il faut une victoire pour pouvoir arriver dans les bonnes dispositions face au Sénégal, qui, ma foi, est une machine qui déjà sur le premier match, a montré un peu des couleurs et va certainement vouloir dérouler sur la suite de la compétition. Donc, il faut faire un très bon match face au Botswana, prendre les 3 points et se dire, OK, on vient dans les bonnes dispositions maintenant pour affronter le Sénégal, ne serait-ce que pour aller chercher un point ou limiter les dégâts et espérer que les autres matchs nous soient favorables et puis qu'on puisse espérer passer le premier tour. Dans tous les cas, il n'y a pas de faux pas possible face au Botswana, sinon on rentre à la maison. Vous pensez comme lui, victoire impérative? Victoire impérative. À partir de cet instant, ou à partir de l'instant où on a perdu le premier match, d'accord, pour espérer aller le plus loin possible dans la compétition, tous les matchs que le Bénin a désormais à jouer sont des finales. Tous les matchs, pour aller le plus loin possible. Là, on sait qu'on n'a plus droit à l'erreur, aucune d'ailleurs. On ne proposera plus de chouchouter quelqu'un. Donc après ce match, c'est bon. Ils sont maintenant rentrés dans leur compétition, parce que c'est aussi ça, le premier match d'une compétition telle que la CAN, hein, c'est au premier match, on est un peu crispé. Mais là, c'est bon. On est libéré. Là, on est libéré et il faut maintenant qu'ils aillent à fond. Donc, oui, Botswana, c'est la première des finales que le Bénin aura à jouer désormais. Donc, il faut y aller à fond. C'est vrai, avoir le Botswana contre les lions déchaînés de la Teranga, c'est vrai que c'est... en même temps, il faut signifier qu'ils ne sont pas totalement déchaînés non plus. Hein. On a senti quand même qu'ils ont joué main à la main et que, voilà, oui, c'était sans forcer. On dirait qu'ils sont déchaînés parce que c'est quand même le 3-0. Hein, attention, c'est pas... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon, sans forcer. Mais je pense que... J'espère qu'ils ne vont pas forcer contre le Bénin. C'est tout. Isidore, je sais que vous n'allez pas dire le contraire de ce qu'ils ont dit. On est tous conscients avec les deux démonstrations que c'est une finale. Mais est-ce que vous pensez que nous avons les arguments nécessaires pour gagner cette finale face au Botswana? Oui, après avoir fait, même si je n'aime pas trop l'expression défaite encourageante, après avoir fait... En tout cas, je ne vous l'aurais pas pardonné si vous l'employez. Après avoir fait une bonne impression, quand même, par rapport aux plusieurs absences qu'on avait face à la RDC, je pense quand même que c'est impératif qu'on gagne cette équipe du Botswana, surtout que nous sommes en train de jouer une CAN à 24 et les 4 meilleurs troisièmes pourraient sortir. Donc là, il faut forcément, impérativement gagner le Botswana. Déjà, ça là, il n'y a même pas de demi-mesure. On espérait cette première victoire-là, parce qu'il faut rappeler que le Bénin n'a jamais eu de victoire encore à la CAN. Voilà. Donc on espérait cette première victoire lors de l'édition 2019 face à la Guinée-Bissau. On ne l'a pas eu, on a fait un match de 0 but partout. Je pense que c'est l'occasion d'avoir cette première victoire. Encore que cette équipe du Botswana aime sortir. C'est pas une équipe qui ferme le jeu. Parce que leur coach, il a été clair. Il laisse les chevaux. Donc, à nous d'en profiter et de pouvoir ramener ces 3 points qui sont très, très importants pour le club sportif béninois. Il faut pas gagner qu'un 0. Il faut maximiser. Parce que l'idéal aurait été de faire
même si on veut finir meilleur troisième, l'idéal aurait été de faire 3 matchs nuls pour avoir un goal average 0. Mais là, on a déjà -1. Il faut maximiser en matière de buts pour que, même si éventuellement, je ne dis pas qu'on va perdre contre le Sénégal, mais Vous pressentez ça déjà? non, je dis éventuellement, on ne sait pas. Il faut. Soyons. Je voulais juste. J'ai compris. Soyons réalistes là. Soyons réalistes. Non, on peut faire un match nul contre. On a déjà fait un match nul contre. C'est possible, mais quand on voit cette équipe du Sénégal. Oui, en fait, que ta réponse est très diplomatique, raison pour laquelle je l'ai bousculé un peu. C'est compliqué. Avec assez de buts. Là, on se donne assez de chances pour finir, à défaut de finir dans les 2 premières places, finir au moins parmi les meilleurs troisièmes, comme on l'a fait en 2019. Et justement... Il y a toujours avec 3 points, bien sûr. Avec 3 points. Ou 4 et cette fois-ci avec une victoire. Oui, on l'espère. Tout le peuple l'attend là. Au moins avec 4 points. Alors, une question, monsieur. Est-ce que les 4 absents sur le prochain match, est-ce qu'ils reviennent d'emblée, titulaires? Pour moi, Mouni est titulaire. Mouni titulaire, Tidjani titulaire. Indiscutable. Après, vous avez... Après, bon, parce que... C'est qui? Parce que, non, en fait, parce que Alagüe n'a pas été mal, sincèrement, sur ce match. Alagüe n'a vraiment pas été, pour moi, il n'a vraiment pas été mal, mais il y a l'habitué qui est là, d'accord? Et il faut dire quand même qu'Alagüe a l'expérience de la CAN. Au moins ça, parce que... Sur certaines sorties, on l'a... Oui, je suis d'accord sur certaines sorties, mais il faut dire qu'Alagüe a l'expérience de la CAN. Bon, d'accord, mais là, c'est au coach de choisir son gardien. Donc, si Dandino revient ou pas, donc c'est à lui de faire ce choix. Mais déjà, moi, d'emblée, Mouni est titulaire, Tidjani est titulaire, Junior titulaire, et Jodel Dossou out. Il vient. Alors, je pense que... Ça va, là, votre préoccupation, c'est au niveau de l'attaque, en fait. Non, enfin, celui sur qui vous ne mettiez pas votre pied pour être titulaire d'emblée, c'est Dandino. Oui, c'est au poste de gardien. Vous voulez qu'on mise un peu sur l'expérience, parce que pour vous, Saturnin a été correct dans les cages? Moi, vous savez, quand on part pour une grande compétition, il faut souvent miser sur l'expérience. D'accord? Mais je ne dis pas tout de suite, parce que Dandino, jusque-là, a été bon. Lors des éliminatoires, c'est vrai qu'il y a quelques bouts aussi également, hein, mais... On va dire qu'il a été acceptable. Il a été acceptable, d'accord? Le bon... Et ce que j'apprécie chez Dandino, c'est son jeu au pied. Honnêtement, il est très fort au pied. Et c'est avec quelqu'un, par exemple, le football que le Bénin recherche aujourd'hui, ou qui se joue partout dans le monde, c'est de pouvoir bien partir de derrière. Et à des moments donnés, c'est de pouvoir faire participer le gardien des buts au jeu. Ouais, donc, sur ce plan, je pense qu'il est meilleur que Alagüe après. Bon, après, c'est discutable. Après, c'est discutable. D'accord? Ben, voilà, pour moi, je pense que Aloko, titulaire avec tout ce beau monde-là, et je pense que... il y a aussi Romaric qui a quand même fait une très bonne entrée. Oui, qui peut toujours venir en deuxième partie. Hein. Non, moi, je parlais spécialement... Là, le 11 type, peut-être qu'on va revenir dessus sur une des questions. Mais les 4... Oui, les 4 titulaires, pour moi, 3 sur 4 au moins. 3 sur 4 au moins. 3 sur 4 au moins. Fadil? Pour ce que moi j'ai vu de cette équipe, moi je pense que les 4 doivent retrouver leur place. Steve Mounier, on a besoin de Steve Mounier sur cette finale, puisque c'était bien maintenant les finales. Donc on a besoin d'avoir toutes nos forces. Donc Steve Mounier, est-ce que c'est une force? Oui. Junior, est-ce que c'est une force? Oui. Tidjani, c'est une force? Oui. Tidjani, est-ce encore que c'est une plus force? Oui, donc pour moi, l'expérience dont parle Christian par rapport à Saturnin, cette expérience-là, elle peut bien servir sur le banc.
Donc, pour moi, Danjuma... Waouh. Elle est bonne. Elle est bonne. Et je vois Isidore sourire. Je sais que il va peut-être partager l'intervention, surtout sur l'expérience de Saturnin à l'Agbé. Je le connais. On a vécu une rencontre Bénin-Togo ensemble et sur chaque sortie de Saturnin à l'Agbé, on a eu des frissons, on en a parlé en off. Vous pensez qu'on va miser sur son expérience au lieu de mettre Marcel dans les cages? Je pense que s'il y a un poste où la hiérarchie est définie chez les sélectionneurs et entraîneurs, c'est souvent au poste de gardien de but, où la hiérarchie est définie, elle est respectée. Aujourd'hui, le numéro 1 en sélection, c'est Marcel Dandjinou. Donc, il doit reprendre sa place d'emblée. Parce que vous l'avez rappelé, il y a eu des sorties hier qui nous ont donné des sueurs froides. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est vrai, Saturnin, il a rendu fier service à la sélection. Mais là, on a besoin de son expérience sur le banc, comme l'a dit. Il va servir à calmer Yohan Roche et lui dit bon, j'ai fait la carte, ça va. On connaît ça. Donc, on a bien joué hier, mais on a perdu. Ouais. Donc, pour revenir à votre question, les 4 reviennent, ils prennent leur place et on va chercher les 3 points contre le Botswana. Il n'y a même pas réfléchi par 2 fois. Alors, question fermée. D'accord? Isidore, votre homme du match côté béninois. Tamimou. Je pense que je l'ai dit sans réfléchir. J'ai été surpris agréablement par lui. Je m'attendais à Rachid Moumouni. Je m'attendais à voir. C'est vrai, il n'a pas fait un mauvais match, mais j'ai été surpris agréablement par Tamimou. Et je pense quand même que il a été extraordinaire hier. Je pense que dès le début, moi je l'ai dit, je l'ai dit, il a été énorme. Il a été énorme ici. C'est justement vous permettre de repréciser. Ouais, mais c'est tout de suite, c'est Oro Tamimou. J'avais pris du plaisir à le voir jouer à son poste qui n'est pas le sien. Et il a brillamment fait. J'ai vu des Congolais difficilement le prendre en 1 contre 1. Très bien sur ses appuis. Très bien sur... N'a pas eu froid aux yeux. N'a pas eu froid aux yeux. Très bien sur au reculant défensif. Vraiment, il a été bon. Pour moi, c'est lui, incontestablement. Incontestablement, lui, mon cher. Vous n'avez pas misé sur Tamimou quand même? Très bon joueur. Il a fait un très bon match. Mais pour moi, l'homme du match, c'est la VAR. La VAR. Il a été... oh là là. Qui a été défectueuse à un moment incroyable. Alors qu'en début d'émission, vous avez minimisé l'effet de la VAR sur la rencontre. Non, pour moi, et puis c'est ce dont on a le plus parlé après ce match. C'est incroyable. Donc là, pour moi, c'est le sujet qui a passionné toutes les discussions, tous les débats d'après-match, c'était la VAR. Donc, pour moi, sans boutade, ça va être la VAR. Ouais. Sans rien enlever à Tamimou qui a fait un très bon match. Il faut quand même vous rejoindre sur ce point au niveau de toutes les pages de foot, partout. Le premier élément, c'était la VAR. C'est incroyable quand même. Même les chaînes internationales, Bein Sport, pour ne pas citer de médias, quand même, c'était là-bas. C'est incroyable. Ça, il faut profiter de lâcher quand même. Surtout pour une compétition comme la CAN. Il faut profiter de lâcher un coup de gueule quand même et dire à nos amis de la CAF et du Maroc, plus jamais ça. Oui. Ça ne nous honore pas, ce n'est pas bien. On veut tout le temps dire que nous sommes sérieux sur le continent et avec de tels moments, avec de tels événements, franchement, ça jette un gros coup de discrédit sur le caractère sérieux de notre compétition. Ouais. Et quand je sais que c'est la compétition la plus importante de tout un continent et que sur une rencontre pareille, qu'on dise que la VAR soit en panne, c'est juste incroyable. C'est incroyable. C'est inadmissible. Pourquoi est-ce que ça se passe en Afrique, justement? Pourquoi est-ce que même dans les petits clubs, dans les petits championnats européens, je pense qu'il y a souvent pas eu ce problème-là. Je dis même en national, on n'a pas de VAR. Et comment se fait-il qu'il y en a eu. Comment se fait-il qu'une compétition
une Ouais, compétition ça comme... peut avoir Mais de toutes les façons, je pense quand même que... la CAN, on c'est quand doit- même une grande c'est- compétition. avec C'est une pas- grosse tribune, Voilà, on ne c'est doit pas- pas avoir ce genre de situation. la CAN. Messieurs, on va suivre à présent le penalty de Herman au Vartan. Alors, cette histoire du VAR qui n'a pas fonctionné lors du match entre la RDC et le Bénin pendant quelques minutes, pour moi, est absolument scandaleuse parce que on devrait pouvoir s'interroger. S'interroger en ce sens que cela porte un préjudice au résultat. Le Bénin aurait pu obtenir un penalty et qui aurait pu accrocher le match un but partout face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on se rend compte que le Bénin est fortement pénalisé parce qu'obligé d'aller chercher une victoire face au Botswana et à tout le moins match nul face au Sénégal pour espérer figurer parmi à peu près, on va dire, les meilleurs troisièmes de la compétition. On ne devrait en temps normal pas assister à ce genre de dysfonctionnement parce qu'on nous a ventilé, on nous a vanté la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc comme étant la plus belle de l'histoire, jamais organisée, une compétition au niveau d'organisation jamais atteinte par le passé. Mais on se rend compte qu'au bout de 2-3 jours de compétition, on n'a même pas encore fini la première journée quand on a une histoire de VAR qui ne fonctionne pas. C'est dramatique parce que le Bénin se sent un tout petit peu volé sur cette rencontre face à la République démocratique du Congo. J'ai l'impression que ça ne fait pas assez de bruit parce que ce n'est que le Bénin, ce n'est que les Guépards. Ça aurait été peut-être le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, que cela aurait eu un écho beaucoup plus large. Mais puisque ce n'est que le Bénin, on en parle un peu du coin de la bouche. On en rit même à la limite. Ça ne devrait pas être le cas. Et aujourd'hui, la question que moi je me pose, c'est où va-t-on? Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce plateau exceptionnel. On aurait voulu l'étendre. C'est sûr qu'on aura en même temps d'autres numéros pour opiner sur le parcours des Guépards sur cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, on a parlé d'une finale importantissime face au Botswana. Ce sera le 27 décembre prochain. Messieurs, vos 11 types. On va démarrer par Isidore. 11 types qui pourraient ramener les 3 points face à cette équipe du Botswana. 11 types. Je vais partir avec Marcel Danjum dans les buts. Dans l'as, je mets Verdon et puis j'ai oublié le nom de Tidjani. Je reconduis Tamimou parce que il a donné satisfaction. Rachid Moumouni, il bouge pas. Au milieu, Donc une défense à 4. défense à 4. Au milieu, Oui. j'ai de la peine. Ça, c'est Dameda pour son expérience. Dodo Doku, il continue. Okay. Ben, je mets Junior Laïta au milieu. Sur les côtés, je sors Jodel dessous. Je mets Tozine à gauche, Alco à droite et Steve Mouni en pointe. Donc on part sur du 4-3-3. 4-3-3, oui. Avec 2 milieux récupérateurs, Oui. Junior en offensive On a pensé fois. et en soutien justement à l'attaque. Et sur les côtés, nous avons Tozine et Ayegun Aloko. et Rodolfo Aloko. Un 4-3-3 avec bien sûr dans les cages Marcel Danjilou. L'expérimenté va faire parler son expérience depuis le banc de touche. Ouais. Mon cher Kouchoni. Oh, pour moi, bien sûr, je partirai également avec Dandinou. D'accord. Dans l'as, Verdon, Tidjani. Oroué et Rachidi gardent leur place, Moumouni. Mais au milieu de terrain, je vais mettre Imran. Je vais mettre Dodo Doku. OK. Sur un côté, je vais mettre... comment on l'appelle déjà? Aloko. Sur l'autre côté, pour moi, je vais mettre Junior. Et derrière Mounier, bien sûr, Mounier en pointe. Derrière Mounier, je vais mettre Toussaint. Parce qu'avec Toussaint, on aura ce que Mounier n'a pas. Il viendra... Donc, il va tourner autour de Mounier et prendre la profondeur. Et profiter de cette déviation. Les déviations de Mounier et tout. Et comme parmi les
le trio d'attaque là, je pense qu'il est plus finisseur que les autres. Et donc, c'est pour ça que moi, je vais le mettre là. Il va tourner autour de Mounier. Et on verra la suite. Bien sûr, il y a aussi Romari Kamoussou qui peut faire ça. Hein? Il a déjà fait sur un match où il a fait encore une passe D à Tosin Ayegou. Donc, je pense que pour moi, mon 11 type sera ça. Donc, on parle également sur du 4-3-3. Ouais, du 4-3-3. Du 4-3-3, mais avec, à la différence de Isidore, vous avez en milieu de terrain Ibouan Hassan et Dodo Dogo. Oui, les deux restent à leur place. Cécile Dameda se repose. Et ouais. vous mettez sur le côté gauche Junior Laïtan. 4-2-3-1. Le 4-2-3-1 oui. pour lui. Junior Laïtan et à droite Aloko. Aloko, voilà. En fixation, on a bien évidemment Mounier et le capitaine emblématique. Hein. Et Tosin qui va graviter autour de lui. Ouais. Mon père. Je pars sur le même aliment que Christian, sauf que je maintiens ceci dans l'entrejeu parce que je pense que son expérience on en a besoin sur la pelouse et c'est une rencontre assez importante et au-delà des systèmes de jeu, hein, je parle aussi également sur un 4-3-3, tout va être dans l'animation. Comment est-ce que les joueurs vont se retrouver sur la pelouse. Mais voilà, je suis dans les mêmes dispositions que Christian. Et qui descend avec un joueur comme Tosin Ayegou derrière Steve Mounier. Je pense qu'on a suffisamment de la matière pour pouvoir mettre à mal scorer. Parce que ce qui nous manque, c'est scorer. C'est ce qu'on veut. Oui, c'est ce qu'on veut. Voilà. Plus on marque des buts, plus on a de chances de gagner. Voilà. Et ce que nous voulons, c'est gagner notre premier match. Ça fait 15 matchs en Coupe d'Afrique des Nations. On a 0 victoire. Et je pense qu'on a rejoint, j'ai oublié le pays qu'on a rejoint pour être le pays avec le plus de matchs sans victoire dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que cette fois-ci, il faut vaincre le signe indien. Voilà. Et on espère que voilà, vous allez jouer ces éléments à Gainot pour ceux qui sont proches de lui, parce que mes éminents consultants en studio ont proposé leurs 11 types respectifs. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cet élément exceptionnel et surtout spécial sur la première sortie des Guépards du Bénin. On rappelle que c'est offert par BJ Foot et comme à notre habitude par ici, on a parlé sans langue de bois parce que tous ici, on s'en fout. À la prochaine pour un autre numéro.